Sarah Knafo est une énarque. Voilà. Et comme tous les énarques, elle est déconnectée de la vie quotidienne. Regardez, ça c'est l'un des documents qui a été publié par le ministère de la Justice, une liste de complices présumés de Jeffrey Epstein. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première news insolite qui nous vient de Mediavenir. C'est marqué flash, l'un des plus gros trafiquants de cocaïne en France dirigeait son réseau depuis un appartement à seulement 4 minutes à pied de l'Elysée. La source, Le Parisien. Regardez, il y a quelqu'un qui a demandé à Grok qui est-ce ? Alors, il s'agit de Firat Sinko, 39 ans, l'un des plus importants trafiquants de cocaïne en France. Il dirigeait son réseau depuis un appartement à 200 mètres de l'Elysée. Selon Le Parisien, il est renvoyé aux assises. Quoi d'autre ? Clientèle à proximité, service à pied, le marketing est maîtrisé. Comme disait Macron, il avait juste à traverser la rue. Regardez la carte. Donc l'Elysée est ici et là on peut voir l'appartement. C'est une folie. Hein ? Au plus près des consommateurs. Ouais. Du coup, on enchaîne avec le poste de Alerte Info. C'est marqué: Jack Lang a été aperçu aujourd'hui seul, arpentant les rues de Paris, les mains croisées derrière le dos et le regard tourné vers le sol. Comme si on va le plaindre, franchement les mecs. On a envie de dire chef. Bref, du coup, on enchaîne avec ce poste de France Résistance. Alors là, c'est une séquence que j'avais jamais vue. Ça date de 2025, si je me trompe pas, parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé à Grok. Et c'est Jack Lang que des personnes ont poussé à terre carrément. Regardez. Monsieur Jack Lang est passé à l'opéra. Attention, Jack Lang est passé à l'opéra. Jack Lang. Voilà, il a agressé ça. Non. Et on enchaîne avec le compte de Jean-Marc Morandini qui a posté un tweet en disant: j'ai proposé à ce jour à la direction de CNews de me retirer de l'antenne afin de rétablir le calme nécessaire au travail de la rédaction. Donc il n'a pas démissionné. Il demande à la direction de le virer. Mec, si tu veux vraiment partir, pars de toi-même. Hein. Il continue en disant: je ne veux en aucun cas être un problème pour ses équipes et pour la direction de la chaîne et du groupe. Il est hors de question pour moi de mettre en danger le travail effectué par CNews pendant toutes ces années. Je regrette profondément de devoir prendre cette décision, mais je pense qu'elle est indispensable pour retrouver le calme et la sérénité. Du coup, dans les commentaires, on dit quoi ? Réjouis-toi d'avoir le droit d'écrire encore, vu les motifs de tes condamnations. La peine devrait être la mort. Bon, là, il abuse un peu. Inviter des antisémites les dérange moins à CNews. Quand on a payé sa dette, quel que soit le fait, vous êtes libre. On enchaîne avec TBT9 qui parle aussi de Jean-Marc Morandini et de son retrait de l'antenne. On va passer au dernier sujet. Absolument, oui. Coup de tonnerre. On a 3 minutes. Coup de tonnerre. Donc Jean-Marc Morandini a annoncé qu'il avait proposé à CNews son retrait d'antenne, avec ces mots, afin de rétablir le calme nécessaire au travail de la rédaction. Ouais. Il ajoute: je ne veux en aucun cas être un problème pour ses équipes et pour la direction de la chaîne et du groupe. Hors de question pour moi de mettre en danger le travail effectué par CNews pendant toutes ces années. Je regrette profondément de devoir prendre cette décision, mais je pense qu'elle est indispensable pour retrouver le calme et la sérénité. Donc la chaîne a pris acte avec effet immédiat de cette requête, mais selon certaines sources, ce ne serait un retrait que provisoire. Donc à voir. Pour le moment, il conserve la pleine facture de ses prestations. Le contrat n'est pas rompu. Voilà. Il est prestataire de service via sa société de production, Cyril. Il continue de chapeauter la tranche, si je puis dire, pour que le contrat ne soit pas rompu. Et il n'est pas question de lui trouver un successeur officiel. Alors, de ce que je sais, moi, de ce qui va se passer apparemment, Pascal Praud prendrait une demi-heure de plus de ce qui tournerait. Pascal prendra une demi-heure de plus et il y aurait un remplaçant qui s'appelle Thomas Bonnet. Absolument. Qui fait 1 heure. C'est ça, midi. exactement. 1 heure d'intérim. Thomas Bonnet, que je connais bien. Exactement. Donc, c'est pas définitif, attention. Hein. Ça peut évoluer dans le temps, mais pour le moment, c'est ça. L'émission s'appellera 60 minutes info. Voilà. Mais sur Jean-Marc Morandini, c'est sur ça qu'il faut qu'on... Alors, sur Jean-Marc Morandini, donc, comment ça s'est passé ? Sont intervenus visiblement Isabelle Balkany, très proche de Vincent Bolloré, qui aurait œuvré pour faire entendre raison à Jean-Marc Morandini, qui ne voulait pas, malgré sa condamnation définitive, se retirer de l'antenne. Il y a aussi Philippe de Villiers, proche, parmi les proches de Vincent Bolloré, qui avait lancé, selon nos informations, un ultimatum qui expirait mardi, demain. Il avait dit, en gros, c'est lui à l'antenne ou moi. Il part. Voilà, sinon je pars. Et il avait laissé 10 jours au patron de Canal pour prendre ses responsabilités. C'est quelqu'un qui a un fort pouvoir d'influence. Sinon... Genre, il a dit, c'est lui ou moi à l'antenne, sinon je pars. Alors que lui aussi, il a des casseroles, il y avait des histoires d'inceste dans sa famille, où il a rien dit, etc. Je me rappelle plus précisément c'était quoi.
Alors, mais c'est quoi l'histoire? Parce que là, parce que Jean-Marc Mandini dit que c'est lui qui a pris la décision de partir. Absolument, mais pressé par tout le monde. On l'a sollicité pour qu'il parte. C'est-à-dire pour pas qu'il s'est dit sinon ça va foutre le bordel dans le groupe. Voilà, c'était plus possible. Il va partir, etc. C'était plus possible. Il y a Sonia Mabrouk qui a démissionné, qui est partie. Il y avait des tensions en interne. En interne, selon nos informations, l'atmosphère est très lourde, très compliquée. Il y avait presque 2 clans, donc c'était intenable. Donc voilà, il part, mais provisoirement. Donc comme ça. On a les dernières déclarations de Jean-Marc Mandini. Voilà, qu'est-ce qu'il a dit Jean-Marc Mandini? Je regrette profondément de devoir prendre ces décisions. Oui. Je pense qu'elle est indispensable pour retrouver le calme et la sérénité. Voilà. Et il dit qu'il part, mais c'est encore une fois un départ provisoire, Cyril. Voilà. D'accord, c'est provisoire. Provisoire, voilà. Son départ est provisoire. Le contrat n'est pas rompu, c'est très important pour lui. Il continue de chapeauter la tranche. Alors, est-ce qu'il reviendra à l'antenne personnellement ou est-ce qu'il continuera à chapeauter la tranche? Voilà la question. Pour le moment, on ne le voit pas revenir à l'antenne. Ça, c'est clair. Mais c'est très important pour lui de maintenir sa présence via la société de production. C'est ce qu'il voulait. En fait, si je puis dire, il voulait sauver l'honneur de sa société de production. Bref, en gros, il part pour mieux revenir. Hein. On enchaîne avec le compte dans la séquence avec Sargnafo. C'est marqué quand Sargnafo tente de prendre la tangente, mais que Fauvel revient au tournant concernant les propos d'Éric Zemmour envers Rachida Dati. Le jour qui dit il y a 2 bonnes raisons pour moi pour ne jamais m'allier à Sargnafo. 1, elle veut me grand remplacer. Non, elle a pas dit ça. Elle l'a dit comme ça. Et 2, j'ai le souvenir, dit-elle, qu'Éric Zemmour, il y a quelques années de ça, a attaqué le prénom de ma fille, Zora, qui est aussi le prénom de ma mère. Je parle, c'est Rachida Dati, hein, voilà. Et je ne lui ai pas pardonné. Je lui avais même dit à l'époque, dit-elle, qu'il aille se faire soigner. Voilà les 2 raisons, parmi d'autres, que donne Rachida Dati aujourd'hui pour refuser toute alliance. Première chose, je pense que vous serez d'accord tous deux pour dire qu'on ne peut pas me faire porter des propos qui ont été tenus parfois il y a des années, quand j'étais collégienne ou parfois même quand j'étais même pas née. Il y a 10 ans. J'étais né il y a 10 ans. Oui. Deuxième chose, c'était pas il y a 10 ans. Deuxième chose. 2016. Deuxième chose. 10 ans. Et après, je vous laisse évidemment, Alain, retrouver le fil de ce débat. Ces propos ont donc bien été tenus par Éric Zemmour en septembre 2016, donc il y a exactement 10 ans. Vous en aviez une vingtaine à l'époque. Mais est-ce que pour faire l'alliance que vous souhaitez aujourd'hui et dont Rachida Dati ne veut pas, vous seriez prête ce soir à dire que c'était une erreur de dire à Rachida Dati qu'elle n'aurait pas dû appeler sa fille Zora? Écoutez, moi je suis absolument c'est elle pas là. qui en parle, c'est pas moi. C'est elle qui en parle. C'est elle qui en parle et je trouve qu'elle a tort d'en parler. Je trouve qu'elle a tort. Comprenez qu'elle de peut se venir sentir blessée remettre. par ça. Mais bien sûr, moi je comprends toutes les blessures, les ressentis des gens, on n'a pas à les juger. On peut se sentir blessé de quelque chose, on peut se sentir en colère. Je trouve que néanmoins, c'est un tort aujourd'hui de venir reparler de vieux propos alors qu'on a une chance historique de récupérer la mairie. Je pèse mes mots, on n'en est pas aux petites blessures de chacun. Moi aussi, il y a des choses qui me blessent. Quand on dit que je suis d'extrême droite, par exemple, ce que dit Monsieur Bournazel, vous croyez pas que Voilà, je sais pourquoi j'ai gardé la séquence. J'ai gardé la séquence parce que hier, je vous l'ai montré quand elle disait comme quoi c'était une insulte pour elle qu'on lui dise qu'elle est d'extrême droite. Mais là, pour dire qu'elle ne valide pas ce que Zemmour avait dit sur Dati, elle peut pas le dire. Et après, c'est étonne qu'on dise qu'elle est d'extrême droite? Sérieusement? ça me blesse? C'est le Conseil d'État qui a fixé reconquête dans l'extrême droite. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur vient de dire qu'elle était d'extrême gauche. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Je vous écoute. Et quand je vous dis que moi, je reconnais les ressentis des gens, est-ce que vous pouvez m'accorder et me comprendre si je vous dis que je prends comme une insulte qu'on me dise que je suis d'extrême droite? Est-ce que vous pouvez le reconnaître? Je peux parfaitement l'entendre, même si ça répond à une Est-ce que définition Monsieur du Duhamel, Conseil vous pouvez d'État. l'entendre vous aussi? Que je me sens insultée si vous me dites que je suis d'extrême droite? Alors, insulté, je n'en sais rien. Ok, tu te sens insulté, mais par contre, tu peux pas répondre à une question simple qui était... Attendez, c'est à quel moment? Dati, qu'elle n'aurait pas dû appeler sa fille Zora. Écoutez, moi je peux pas, vous seriez prête ce soir à dire que c'était une erreur de dire à Rachida Dati qu'elle n'aurait pas dû appeler sa fille Zora. Voilà, donc dire que Zemmour a fait une erreur de dire à Rachida Dati qu'elle n'aurait pas dû appeler sa fille Zora, elle peut pas dire que ça c'est une erreur. Et après c'est étonnant qu'on dise qu'elle est d'extrême droite. Sérieusement. Non mais ils se foutent de la gueule du monde ces gens-là. Du coup, on enchaîne avec... ah oui, alors on a vu que Karine Le Marchand était un peu dans une petite sauce par rapport à ce qu'elle avait dit, que quand elle venait de Nancy, elle avait vu des Noirs et des Arabes et qu'elle avait eu peur à la gare de Paris. Et du coup, il y a des gens qui ont réagi par rapport à ça et ils ont posté cette séquence où c'est marqué donc Karine Le Marchand dans sa tête. Emmerdée par des peuples étrangers. J'essaie de ne pas en parler, de ne pas les voir. Elles sont tout le temps dans Mais vous aussi, vous êtes noir. Ça dépend ce que vous appelez noir. Bah, vous avez pas de blanc en tout cas. Vous n'avez pas de blanc. C'est une très jolie couleur métissée, ça se voit pas? Voilà. Alors c'est pas noir, je te dirais. D'accord. Je suis mulâtre indienne. D'accord. Donc si tu penses que ta peau et la mienne c'est la même, c'est mort. Les origines c'est mort. Mes ancêtres viennent de Bretagne et d'Indo-chinoise. D'accord, ça marche. Et je m'appelle comme ça. D'accord. C'est juste ça. Ok. Putain, il y en a, ils sont perchés. Oh. Ils sont perchés. Du coup, on passe sur CNews avec Elisabeth Lévy face à Karine Le Marchand. Karine Le Marchand qui dit « Je pense que quand on a la rage, on réussit mieux socialement que les petits bourgeois du 16e. » On réussit mieux que les petits bourgeois du 16e?
Il y a des discriminations, il y a des problèmes, mais on les entretient, parce que dans les immigrations, on n'arrive pas tout de suite au budget. En une génération, vous voulez dire? Quand ils arrivent. Et donc, oui, mais leurs parents ne les prétendaient pas. La reproduction sociale, ça vaut pas. Mais vous semblez dire qu'on les a privés de tout moyen d'ascension dans la société. Parce que pas du tout, Karine. Alors il y a un discours victimaire qui dit là. Mais pas chez moi. Mais Karine, c'est pas. La reproduction sociale, ça vaut dans tout. Par contre, vous êtes fils d'ouvrier, vous avez moins de chances d'arriver. Et au contraire, moi je pense que quand on a la dalle, quand on a la rage, on réussit beaucoup mieux socialement que quand on vous a tout donné que les petits bourgeois du 16e. Merci. Donc, n'importe quoi, les mecs, n'importe quoi. Donc, à l'écouter, un petit d'une cité, avec la rage, il va réussir mieux qu'un petit du 16e. Non, mais on parle du 16e arrondissement. C'est là où il y a toute la bourgeoisie. C'est-à-dire que même un petit du 16e qui n'a pas de diplôme, il aura le patrimoine du daron. Il aura les connexions du daron. Il aura un emploi qui sera sûr, garanti pour lui. En fait, le petit du quartier, pour dépasser le petit du 16e, il faut qu'il devienne Mbappé. Voilà, qu'il devienne du même niveau qu'Mbappé. N'importe quoi, franchement. Donc, je suis désolée, mais on voit bien que les deuxièmes générations qu'on voit là sont des gens... Après, peut-être que j'exagère, tu vois. Mais en vrai, de vrai, les mecs, vous savez, jamais de la vie, un petit d'un quartier peut dépasser un petit du 16e avec la rage. À moins qu'il devienne vraiment lui-même l'élite, en fait. Sinon, il le dépasse pas. Même en devenant chef d'entreprise, il ira jamais au niveau du petit du 16e. Qui les parents ont dit, j'ai sué sang et eau, t'as pas intérêt à louper tes études, t'as intérêt à être premier de la classe. Bon, bah alors il n'y a aucun problème. Bon, alors, non, mais voyez des témoignages parce que. Je vous parle de l'époque. Oui, voilà. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, on enchaîne avec The News. Là, c'est encore avec Elisabeth Lévy, Choc, même Pascal Pro. Je me rappelle plus c'est quoi. Moi, il y a mettre tout le monde en prison. J'en ai assez d'entendre dire toujours, là je ne sais pas pour cela, mais dans beaucoup de cas on m'explique qu'ils ne respectent rien. Si, ils respectent certaines autorités, les mêmes qui vont cracher sur les flics et les insulter, ils vont devant les caïds de leur cité, devant les imams ou devant que sais-je encore. Il y a des... Non mais... C'est pas qu'ils respectent aucune autorité. On enlève l'imam si ça vous ennuie pas, parce qu'on ne sait pas ces jeunes gens. Je vous ai dit que je ne parlais pas de cela. Oui. En fait, elle choque pas vraiment Pascal Pro. Hein. Il dit ça parce qu'à cause de l'Arcom. Hein. Mais franchement, quand j'ai vu la séquence, je me suis dit, mais c'est vrai. En fait, à chaque fois que j'ouvre une séquence de CNews, ça parle noir, arabe, musulman. C'est tout. C'est tout. Quand il y a des œufs, quand il y a la pénurie d'œufs ou bien de farine, musulman à cause du ramadan. Ça nous parle du halal. En fait, ça parle que de ça. Mais il faut qu'ils changent le nom de la chaîne, hein, sérieusement. Nous, on parle de cela. Donc, ne parlez pas de ceux qu'on. Non, mais c'est incroyable. Là, vous êtes incroyable. Je suis incroyable. Vous parlez d'un imam. Qu'est-ce qu'un imam vient faire là-dedans ? Je dis que très souvent, dans ces cas-là, on me dit que c'est des jeunes gens déstructurés, que ça se passe dans nos banlieues. Je vous dis que très souvent, ils respectent d'autres autorités. Ils ne sont pas rétifs à toute autorité. Et ne généralisons pas, s'il vous plaît. Moi, il y a pas eu... Ok, du coup, dans les commentaires, il y a une personne qui a dit, même Pascal Pro n'est pas d'accord avec son racisme. C'est qu'elle a été trop loin. Non, c'est juste qu'il a peur de l'Arcom. Du coup, on passe sur le post de BFM qui a marqué Affaire Epstein. Des élus du Congrès ont pu consulter des documents révélant un réseau international avec des rabatteurs dans le monde entier, en France notamment. Et souvenez-vous les amis, il y a seulement un an, quand tu disais que c'était un réseau, on te disait que c'était complotiste. Et maintenant, ils le disent dans le plus grand des calmes. C'est une folie. Et si les millions de documents dévoilés le mois dernier par la justice américaine n'étaient en réalité qu'une partie immergée du scandale Epstein? Depuis cette nuit, les élus du Congrès ont accès à l'intégralité des échanges, des photos et des noms. On vous retrouve Antoine Lard en direct des États-Unis. Bonjour Antoine. Ce que décrivent ce matin ces élus, c'est un immense réseau international de trafic sexuel avec des rabatteurs dans le monde entier, y compris en France. Oui, exactement. Et pour bien comprendre, regardez, ça c'est l'un des documents qui a été publié par le ministère de la Justice, une liste de complices présumés de Jeffrey Epstein. La plupart des noms sont caviardés, barrés en noir. Sauf que, vous l'avez dit, depuis hier, certains élus du Congrès ont accès aux documents non expurgés et ils racontent effectivement avoir découvert l'existence d'un réseau international avec des rabatteurs dans le monde entier, dont la France qui recrutait des jeunes filles pour le compte de Jeffrey Epstein. Dans ces fichiers non caviardés, il y a le nom de ces rabatteurs, il y a le nom aussi des clients de ce réseau pédocriminel. Certains élus racontent qu'en 2 heures de recherche, ils ont déjà identifié 6 personnes impliqués. Pour le moment, ils ne divulguent pas ces noms, mais ils demandent à la ministre de la Justice, Pam Bondi, de diffuser ces noms. Ils décrivent aussi, c'est très intéressant, un processus très laborieux pour accéder à ces fichiers. Il faut faire une demande 24 heures à l'avance. Il faut ensuite se rendre dans un bâtiment du ministère de la Justice. Il faut laisser son téléphone à l'entrée. Les élus n'ont droit qu'à un stylo et un calepin. Dans la salle
salle de lecture, il y a seulement 4 ordinateurs pour visionner ces fichiers, et encore l'un de ces ordinateurs était en panne. Tout cela renforce encore un peu plus l'idée que l'administration Trump leur met des bâtons dans les roues et refuse de faire toute la lumière sur cette affaire. Merci Antoine Lard. Et puis ces images qu'on découvre ce matin, images de celle qui détient probablement l'une des clés dans cette affaire, la veuve de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, qui purge 20 ans de prison. Elle devait être entendue cette nuit, elle a refusé de s'exprimer. Elle se dit prête à le faire en échange d'une grâce du président Donald Trump. Et hier, je vous ai montré des images de l'appartement de Jeffrey Epstein qui faisait 800 mètres carrés dans le 16e arrondissement. Ce qui revient à plus de 20 millions d'euros l'appart. Enfin bref, mais ce qui ne montre pas dans les photos, c'est qu'il y avait énormément de photos de Jeffrey avec des petites. Et dans l'appartement, c'était rempli de photos avec des gens connus et avec des petites aussi. Il est évoqué dans l'article une ambiance malsaine et cette phrase « Quiconque est entré ici ne peut ignorer les déviances d'Epstein ». Dizaines et des dizaines de photos avec des femmes nues, souvent très jeunes. Moi, j'ai vu j'ai vu une partie de ces documents. Donc, toutes les personnes qui sont rentrées dans cet appartement savaient très bien ce qui se passait là-dedans. Ils savaient très bien ce qui se passait dedans. Donc, le Jack Lang, là, qui était son poteau, ne vous inquiétez pas qu'il est rentré dedans, tu vois. Vu que Jeffrey Epstein passait pratiquement la moitié de son temps en France. Parce que, ils le disent, c'est un des seuls pays où il avait une propriété. Vous captez ? C'est une folie. Du coup, on termine avec Instagram. Et là, les amis, vous allez vriller. Vous allez clairement vriller. Regardez, ça parle de Trump, de Poutine et de Bill Clinton. Demande-lui si Poutine a les photos de Trump en train de sucer Bubba. Voilà, donc il a dit, demande-lui s'il a des photos de Trump en train de sucer Bubba. Je dis ça parce que ça commence un peu bizarrement, on n'entend pas le début. Ce mail envoyé en mars 2018 par Mark Epstein à son frère Jeffrey a été publié par le comité d'enquête du Parlement américain. Pour retrouver ce mail et vérifier que je ne dis pas des bêtises, on est sur internet, ne faites confiance à personne, on va sur le Committee on Oversight and Government Reform, oversight.house.gov, et on clique sur Press Releases. On va aller sur le dernier article, Oversight Committee Releases Additional Epstein Estate Documents. Et là, on va avoir le choix entre deux liens, le lien des documents et le backup. Il faut déjà aller sur le backup. Le mail a déjà été supprimé du premier lien. Donc on clique ici, hop, et on arrive sur ce drive. Alors on va pouvoir trouver le dossier images. On va dans le dossier 11 et on cherche le House Oversight 030719. C'est celui-ci. On l'ouvre, hop, et on trouve le mail en question. Alors attention, Bubba, ce n'est pas le rappeur français, il s'agit bel et bien du surnom donné par ses proches à Bill Clinton. Ce qu'on apprend donc sur ce mail que Trump a tout fait pour cacher, c'est qu'il existerait éventuellement des photos de lui en train de faire une fellation à Bill Clinton et que ces photos seraient en la possession de Vladimir Poutine. Si j'écrivais ça dans un scénario de film, on me dirait que j'abuse un petit peu et que c'est pas réaliste. South Park, les mecs, c'est South Park le délire. Et quand j'ai vu cette séquence, j'ai pensé automatiquement au tableau de Bill Clinton, qui était avec une robe bleue. Donc il avait un peu des déviances un peu bizarres, tu vois. Et ensuite, j'ai pensé au film que j'ai vu, le dernier film sur Trump, et on montre comment Trump a monté les échelons, tu vois. C'est un riche gay qu'il a pris sous son aile, qu'il a adoubé, tu vois. Et on sait pertinemment comment ça se passe. Les gens qui te font monter, c'est ou bien pour de l'argent, pour gagner quelque chose, ou bien du sexe. Mais à aucun moment, il nous montre que Trump a fait des trucs bizarres avec lui. Mais par contre, il nous montre que ce mec avait une sexualité débridée, on va dire, tu vois. Il est même mort du sida. Donc moi, quand je vois ça, je me dis, après c'est mon avis personnel, hein, je me dis, bon, Bill Clinton avait des mœurs un peu bizarres, à se mettre des robes. On voit que Trump a connu un gars, en tout cas c'est un gars qui était gay, qui faisait des partous, hein, des trucs chelous, qu'il a fait grimper, sans rien faire avec lui. Donc peut-être que, hein, en vrai de vrai, ils ont fait des trucs bizarres. Et du coup, voilà quoi. Et Poutine, il rentre dans la danse en chopant les documents. Et c'est pour ça que Trump, il fait moins le malin avec Poutine. C'est une dinguerie, les mecs. C'est une singerie. Waouh. En tout cas, si la photo sort, ils vont sortir comme quoi c'est fait avec l'IA. Ça, c'est clair, net et précis. Bref, dites-moi, les amis, ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous d'écrire. Et à tout le monde.